Paris, la Goutte d'Or. Voilà, et pour le premier sujet de cette émission, on va résumer un peu ça par une question. Un art pour tous peut-il être un peu un art pointu? Peut-on proposer des sujets, des performances originales et réussir quand même à attirer le public, en particulier les habitants du quartier? Question un peu quasi existentielle pour tous les lieux culturels. Une interrogation qui se pose encore plus dans le melting pot qu'est la Goutte d'Or. Alors pour en parler, ils sont plusieurs à nous avoir rejoints sur ce plateau devant la salle Saint-Bruno. Il y a Bruno Lomel, photographe et documentariste. Isabelle Coringer, fondatrice de l'association Porte d'Or, qui organise des portes ouvertes dans les ateliers des artistes du quartier, je vais y arriver. Béatrice McCallum est là aussi, vous faites aussi partie de l'association, c'est ça? Parfait. Et Véronique Drougard, plasticienne, directrice artistique de l'association GFR, qui accompagne les projets artistiques dans l'espace public, ainsi que Jean-Marc Bombo, merci beaucoup, qui s'occupe de l'écomusée de la Goutte d'Or. Elle aussi, elle a pris place à mes côtés devant le micro avec son foulard parfumé. Ah non, tu l'as enlevé pour une fois, c'est cool. Salut Flore, ça va? Bonsoir, ça va et toi? Bah ça va, donc tu fais partie bien sûr de Radio Campus Paris et tu as préparé plein de questions pour nos invités sur ce sujet. Exactement, alors on est autour de notre table beaucoup d'initiateurs d'artistes artistiques et associatifs très différentes. Première question peut-être un peu à l'ensemble de la table, comment vous pourriez résumer les différentes initiatives que vous avez mises en place, comment ça vous est venu et comment vous les avez mises en place? Alors, ces différentes initiatives. Alors, on va peut-être commencer, je sais pas, par exemple par Madame Coringer ou Madame Bruno, par exemple. Commençons par Bruno, Lemel. on va faire le tour après. Monsieur Lemel. On m'entend là-haut? Oui, moi je m'entends pas. Parfaitement. Moi je suis arrivé à la Goutte d'Or en 81, à une époque où c'était un désert culturel collectif. Voilà, donc on a mis en place les premières initiatives avec l'arrivée des outils photographiques, cinématographiques et l'organisation de spectacles en direction de tous les publics de la Goutte d'Or. Voilà, ça c'était la première impulsion. Il n'y avait rien. La culture était dans les familles, elle était dans les cafés. Voilà, il n'y avait rien d'organisé pour tous. Et comment ça a commencé à se générer, toutes ces différentes mises en place d'initiatives? Ça s'est généré à l'initiative d'un collectif d'artistes dont j'ai fait partie, tout simplement sur la nécessité de faire vivre ce quartier autrement que ce qu'il était. Il s'appelait comment ce collectif? Les ateliers tactiques, devenus Tactique Théâtre. Donc on a initié, on travaillait dans la rue avec les jeunes des quartiers, on travaillait dans les écoles. On organisait le festival de la Goutte d'Or dans cette salle Saint-Bruno avant que ça soit des bureaux. Ouais. Première édition, deuxième édition, troisième édition jusqu'en 86 et puis elle a fini par être interdite. Dommage. Pourquoi l'édition, pour des raisons de sécurité, pour les mêmes raisons qu'aujourd'hui il y a un quart de flic là, qui est devant l'église Saint-Bernard. Quelques mètres de notre plateau. Voilà, quelques mètres du plateau. Donc on n'a pas pu. Toujours un plaisir. On a voulu installer un chapiteau à la Goutte d'Or. On nous a dit non, pas question. On nous a coupé les vivres et on a dû disparaître. Voilà, comme nous on y était, on est resté. On est resté différemment, sans collectif. On a travaillé de façon beaucoup plus individuelle. Et est arrivé de toute façon les bulldozers, dont il y a des questions politiques, sociales qui sont arrivées d'urgence. Et là, il a été question en fait de mémoriser la destruction d'un quartier populaire, les déplacements de population, les luttes qui se sont organisées. Et c'est comme ça que moi j'ai commencé à bosser en photographie et en cinématographie. Voilà, jusqu'à présent, et j'ai pas fini parce que l'opération est loin d'être terminée. Pour moi, la création à la Goutte d'Or, c'est avant tout un travail sur la mémoire. Et vous, Madame Coringer, comment est-ce que Porte d'Or s'est créée, à partir de quelles impulsions et comment vous avez pu mettre en place ce dispositif? Alors mettre en place ce dispositif, donc super. Tout d'abord, il existait déjà une association de portes ouvertes à la Goutte d'Or qui s'appelait Goutte d'Or Carré d'Art, qui a réalisé donc des portes ouvertes pendant 12 ans, de 1990 à 2002. Et je suis arrivée dans le quartier en 2000 et j'avais participé aux 2 dernières éditions. Ensuite, pendant 8 ans, donc il n'y a pas eu de porte ouverte et il y avait donc un manque à ce niveau-là. Les artistes ne communiquaient plus ensemble. Les artistes plasticiens, c'est-à-dire photographes, sculpteurs, peintres. Et à l'occasion de mon emménagement dans un grand atelier où je pouvais moi-même exposer et inviter d'autres exposants, comme je préfère exposer en groupe. Même plasticienne, ça. Oui, je suis peintre aussi. Et il m'est donc venu l'idée de reprendre le flambeau de ces portes ouvertes et de créer donc une nouvelle association avec des nouvelles personnes pour que ça reparte d'un nouveau pied. Et vous, Monsieur Bombo, justement, ce manque de communication entre les artistes ayant créé vous-même l'écomusée, qui est un espace, lui, d'exposition, est-ce que c'est quelque chose que vous avez également ressenti et que vous vouliez également pallier?
Oui, en fait, moi je suis arrivé il y a 25 ans ici, donc j'ai pris un local commercial qui avait beaucoup d'espace, donc j'ai partagé directement avec des artistes, j'ai invité, voilà, donc j'ai commencé en 92 à faire la première expo, et c'est en 92 que j'ai rencontré les artistes du quartier de Porte d'Or, donc je me suis investi pendant quelques années sur, non, pas Porte d'Or, de Carré d'Art, pardon, je me suis investi pendant quelques années sur Carré d'Art, et donc le local est devenu une galerie de quartier et un lieu de rencontre de tous les artistes. Donc en fait on a organisé je sais pas, beaucoup d'expositions, enfin peut-être 100, 200, voilà. Donc on a toujours privilégié l'espace pour les gens d'ici, pour qu'ils viennent s'exprimer. Et donc le principe c'est une porte ouverte permanente. D'accord. Voilà, donc la galerie fonctionne tout le temps. Et donc en fait c'était aussi l'idée de faire connaître, découvrir les artistes de ce quartier aux habitants en premier lieu, et aux associations et à tous les gens intéressés par la culture plastique. Et alors justement, est-ce que les habitants viennent à ces différentes initiatives, que ce soit aux Portes d'Or, à l'écomusée ou aux différentes expositions, même au sein de l'espace des ateliers GFR que vous organisez dans l'espace public? Est-ce que les habitants viennent, est-ce que les habitants participent, ou est-ce que vous avez l'impression que la plupart des visiteurs viennent au contraire d'autres quartiers, qui sont finalement les gens qui viennent lors de toutes ces choses que vous mettez en place? Véronique Regard. Pour les personnes qui viennent d'autres quartiers, c'est encore un peu difficile parce que malheureusement la Goutte d'Or a encore une image, disons qu'on valorise pas et on diffuse pas assez ce qui se passe au niveau culturel et artistique. Comme partout, il y a aussi des a priori, des stéréotypes qu'on peut avoir sur ce quartier qui est assez difficile à enlever. Il y a quand même des personnes qui viennent, mais c'est majoritairement des habitants du quartier, des publics des structures associatives, parce qu'il faut savoir que vous êtes dans un quartier où il y a énormément d'associations, oui. Et qui font un travail, c'est des associations socio-culturelles et qui font un boulot de médiation et de lien aussi avec des projets artistiques dans le quartier. Donc il y a un vivier d'associations finalement qui permet de créer une véritable émulation. Est-ce que de ce point de vue-là, pour ceux d'entre vous qui vivent à la Goutte d'Or depuis très longtemps, vous avez pu constater une forme d'évolution du fait de cette multiplication d'associations? Est-ce que les habitants sont de plus en plus sensibles à ces actions culturelles? Jean-Marc? Oui, donc les habitants commencent à être habitués sur... Dans ces actions culturelles, il y a beaucoup d'hypocrisie. D'accord, merci beaucoup. Soi-disant, le groupe bolchevique devait jouer, hein? On trouve le ex-leader des bolcheviks qui va jouer là-bas. C'est les joies d'être en plein air, c'est une aventure, mais c'est toujours bien. Merci. Oui, monsieur, merci de votre intervention. Cette association, c'est une association. Laissez la parole à nos invités. On va laisser finir. Mais merci, monsieur, pour votre point de vue. C'était l'instant bourrin. Donc, vous disiez, Jean-Marc. Moi, je disais que bon, on est dans un quartier donc où il y a énormément d'artistes. Ce qu'on connaît du 18e sur l'art, c'est la butte Montmartre. Et en fait, là-haut, ils sont tous morts depuis une centaine d'années, les artistes. Oui, en gros. Donc il reste encore les peintres chinois de la place du Tertre. Mais en fait, l'art vivant, il se passe dans les quartiers populaires comme ça, dans les lieux qui se battent encore. Et voilà. Donc en fait, nous, notre travail, a été de faire découvrir tout ce potentiel artistique. Et vous, monsieur Lemel, est-ce que vous avez l'impression justement que votre travail justement sur la Goutte d'Or est justement aussi accessible aux différents habitants et vous les représentez, mais est-ce qu'eux aussi y ont accès et se retrouvent un peu dans tout ce travail que vous faites autour d'eux? Oui, alors mon travail il a été diffusé sur la Goutte d'Or largement et régulièrement et quasiment diffusé tout au long de l'année à la Goutte d'Or. J'ai toujours eu la préoccupation. Bon, je travaille en plus avec des médias qui sont la photographie et la cinématographie, donc qui sont diffusés sur la télé, donc c'est une diffusion internationale. Je cherche à diffuser l'image de la Goutte d'Or aussi ailleurs et en dehors de la Goutte d'Or. Et ce qui m'intéresse, c'est de relier la Goutte d'Or avec d'autres quartiers qui ont les mêmes problématiques. Je
travaille actuellement à Marseille, je travaille actuellement en Tunisie, je travaille sur l'ensemble du bassin méditerranéen. Et c'est quoi vous parlez d'une problématique, c'est quoi cette problématique urbaine? Problématiques urbaines qui ont les points communs, c'est quoi? Ce sont des quartiers populaires, ce sont des quartiers ouvriers, ce sont des quartiers en rénovation et ce sont des quartiers qui subissent des transformation de population liée à une transformation de l'économie. C'est-à-dire qu'on passe d'une économie du tertiaire, de secondaire, à une économie du tertiaire. Et dans un quartier essentiellement ouvrier, comme ici ou comme à Belzins, Noailles, la Belle de Mai et un peu partout en France, il n'y a plus de boulot. Il y a plus de boulot. Le boulot, il est parti. Il a disparu, sauf que les gens sont là. Donc qu'est-ce qu'on fait? Alors à Paris, on les dégage en banlieue, on les dégage vers les campagnes. Il y a beaucoup de gens qui sont partis de la Goutte d'Or. Qu'est-ce qui reste de populaire à la Goutte d'Or? Peu de choses. Les gens qui se sont battus dans les années 80 pour pouvoir rester. Sinon, moi, par rapport à ce qu'on a pu connaître des gens qui étaient à la Goutte d'Or, les gens sont partis, quoi. Il reste que les militants, pour dire ça comme ça, les gens qui sont associatifs, qui étaient intégrés. Non, il y a des gens qui se sont organisés au moment des démolitions pour rester, c'était des ouvriers qui étaient syndiqués, qui avaient l'habitude de se battre et qui ont dit on est là, on reste. Donc là, vous les retrouvez rue de la Goutte d'Or, vous les retrouvez dans les immeubles qui ont été rénovés au début, ils sont là. Depuis, les choses ont bien changé. Globalement, il y a un changement de tissu humain à la Goutte d'Or. Donc les choses ont changé et d'autre part les initiatives individuelles telles qu'on a pu les connaître, telles que Jean-Marc Bombault les a pratiquées, telles que moi j'ai pu les pratiquer à une certaine époque, ont été supplantées, complètement étouffées quelque part par la mise en place heureuse en même temps d'instituts culturels mis en place par l'administration de Bertrand Delanoë. Je pense au Centre Barbara, je pense à l'Institut de culture d'Islam, qui sont des aspirateurs financiers qui ont en même temps réduit les champs d'action qu'on pouvait avoir. Alors après, ça c'est un clivage qui est entre l'institution et les individus. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, agir aujourd'hui pour des gens comme moi ou tous ceux qui veulent bosser de façon spontanée devient difficile sans passer par les instituts. Et vous, Véronique Drogard, vous qui travaillez au sein de GFR avec beaucoup d'espaces publics et d'habitants, est-ce que vous ressentez justement ces problématiques communes que vient d'évoquer Monsieur Lemel? Comment est-ce que vous ressentez justement la cohésion avec les habitants en travaillant en plein air avec des projets comme le projet Façade qui a eu lieu récemment lors de la Nuit Blanche? Alors, il faut savoir quand même aussi qu'il y a des artistes qui souhaitent travailler dans l'espace public parce que ça fait partie de leur démarche. Il faut savoir aussi qu'on demande aussi aux artistes de travailler dans l'espace public et particulièrement à la Goutte d'Or puisqu'il n'y a plus d'espace. Il y a l'espace, il y a l'écomusée, mais il faut savoir également qu'il n'est pas soutenu politiquement, qu'il n'a pas de subvention annuelle, que c'est une vraie problématique, que les artistes ils ont aussi besoin de manger et donc d'être financés. Et du coup, on bosse dans la rue par défaut? Non, je vous ai dit, il y a deux. Enfin, il y a des projets qui sont vraiment inscrits dans la démarche par une volonté et une autre aussi on leur demande de le faire, ou c'est pas forcément inscrit dans leur propre démarche. Et vous avez vu, enfin les espaces, il y en a pratiquement plus. Il y a en effet quelques friches, il y a encore des ateliers, mais il n'y a pas de structure qui est soutenue, qui peut justement amener les artistes à exposer dans les conditions correcte et à diffuser auprès du public. Et il y a deux types de diffusion. Il y a en effet un premier volet qui peut être dans l'espace public mais qui passe toujours par un gros travail de médiation, de coordination, de lien avec les structures, avec les habitants. Ça demande un vrai boulot, donc des gens, donc des financements. Et sinon, il y a également, pour certains lieux, ça demande également le même travail de médiation. Et là, c'est toujours un petit peu du bricolage. Les artistes essaient de s'entraider, de faire au mieux, mais on n'est plus du tout soutenu. Enfin, la culture et l'art, c'est absolument pas la priorité pour qui que ce soit. Bruno disait qu'il y avait deux aspirateurs à subvention, le FGO Barbara, le Centre de culture d'Islam. Vous viviez, c'est un peu cette idée-là aussi que vous vivez, c'est on peut pas avoir nos propres subventions, nos propres projets parce qu'il y a deux grosses structures qui sont prioritaires. Allez-y. Monsieur Le Maire. Non, c'est là, ce qu'on a compris. Oui, mais ça demande à être précisé. C'est des aspirateurs à subvention, évidemment, ce sont des institutions. Moi, je pense que c'est heureux qu'il y ait ces institutions sur le quartier. Le problème, c'est que ça, quelque part, forcément, ça étouffe l'ensemble des initiatives individuelles qui peuvent être prises à côté. Voilà, c'est tout. Mais c'est pas.
En même temps, les institutions développent un travail que les petites structures ne pourraient pas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de pognon pour la culture. C'est quand est-ce que ce pays se donnera, un pays 6e puissance mondiale, se donnera les moyens de faire bouffer ses artistes et comprendra que les artistes ont besoin de manger, qu'il y a d'une part des structures, mais que pour alimenter ces structures, il y a des artistes et que si les artistes ne peuvent pas s'exprimer indépendamment, librement et spontanément, il n'y aura plus de culture, il n'y aura plus d'art, il y aura un art officiel et on va vraiment s'emmerder quoi. Et déjà on s'emmerde quoi. En gros c'est ça quoi. Alors on va continuer à parler de tout ça, je vous demande un petit instant, on va se faire un peu de musique et ensuite on va continuer à débattre ensemble. De retour sur Radio Campus Paris, toujours à la Goutte d'Or, c'était Secret Connexion avec le titre Best Bar, c'est des rappeurs, un collectif de rappeurs qui est dans le quartier. Voilà, c'était plutôt très très cool. Émission spéciale ici devant la salle Saint-Bruno, en plein dans la Goutte d'Or. On parle culture, c'est toujours avec nos invités et avec toi Flore. Bonsoir. Alors peut-être une petite question, on parlait tout à l'heure de l'évolution un peu de la vie de quartier, etc. Vous qui y êtes depuis longtemps ou depuis moins longtemps, quelles sont les évolutions que vous avez pu constater du point de vue justement de cet accès à la culture? Est-ce que les habitants la consomment plus, ils vont plus, et est-ce qu'il y a une mémoire de ce qu'était le quartier aussi avant? Comment est-ce que justement cet accès à l'art évolue? Monsieur Lemel. Comment l'accès à l'art évolue? Il évolue qu'il y a des instituts qui ont été mis en place, et ça c'est une bonne chose. Je pense à l'Institut des cultures d'Islam qui diffuse une représentation des expressions artistiques, culturelles des terres d'Islam. Il y a le Centre Barbara qui est dédié aux musiques urbaines, je dirais en général. Donc il y a un accès à l'art qu'il n'y avait, si on compare sur 30 ans entre le moment où je suis arrivé et maintenant, il y a des espaces de diffusion de la culture, il y a des espaces de production de la culture qui sont indéniables, et il y a une floraison à côté de productions, je dirais, très indépendantes, très marginales, etc., qui se multiplient, qui ont du mal à vivre. Mais d'ailleurs, je crois que même les instituts ont du mal à vivre. Voilà. Mais il y a une floraison de propositions, en tout cas artistiques. Au fil du temps, on est là où on était 20 artistes, aujourd'hui, je ne sais pas combien on est, mais c'est plusieurs centaines. Quoi. Ça, c'est une évidence. Quoi. Et vous, Madame Mackelum, en organisant un peu tous les ateliers au sein de Porte d'Or, est-ce que les habitants viennent et est-ce que vous êtes justement satisfait de cette initiative? Est-ce qu'elle s'implante vraiment dans le quartier? Alors écoutez, elle s'implante, elle a commencé par s'implanter quand Jean-Marc avait créé Carré d'Art, et avec la reprise de Porte d'Or par Isabelle, c'est vrai que moi j'ai l'impression qu'il y a quand même de plus en plus d'artistes qui se connaissent entre eux, qui habitent le quartier, mais qui étaient de manière générale plutôt isolés les uns les autres. Donc c'est vrai que ce type d'association permet aux artistes de se rencontrer, permet aussi aux habitants de sortir de chez eux. Et c'est vrai que le fait de visiter des ateliers comme ça, ça vous fait découvrir un quartier, votre quartier en particulier. Et ce qui est intéressant, ce que je remarque peut-être depuis quelques années, c'est qu'on a de plus en plus de visiteurs de l'extérieur. C'est vrai que ce quartier, en général, on n'a pas tendance à y venir, naturellement, mais quand les habitants extérieurs sont invités par des artistes de la Goutte d'Or, ça les rassure, ils sont accompagnés, ils ont un plan de visite, et du coup, moi je sais que j'ai une ancienne collègue qui est venue visiter récemment la Goutte d'Or, et en particulier la rue Mira, elle pensait que c'était un coupe-gorge. Justement, il faut les prendre par la main un peu les gens, pour leur dire viens voir. Il faut les accompagner. Pour les faire sortir, est-ce que vous y arrivez justement de plus en plus à faire venir non seulement les habitants, mais aussi les gens des autres quartiers, et de faire venir tout le monde à la Goutte d'Or? Et ça, c'est vraiment un changement très net. Est-ce que tout le monde vient à l'écomusée? Là, donc, pardon, excusez-moi. L'écomusée donc existe depuis 20 ans. C'est la seule galerie qui soit dans le quartier. Et en fait, on a toujours attendu j'ai toujours attendu à ce qu'il y en ait plusieurs autres qui viennent s'installer. Mais en fait, c'est resté vraiment la seule galerie pendant 20 ans ici. Et donc c'est ouvert au quartier, les habitants, les artistes, on fait plein de choses, des animations, des ateliers pour les enfants, 10 000
des concerts et énormément de choses, mais c'est fréquenté pratiquement que par les gens du quartier. Les acheteurs d'art, quand on a une galerie, c'est quand même pour essayer des fois de vendre des trucs. Mais en fait, si on s'adresse à un acheteur du 16e, oh là là, la Goutte d'Or, il n'y a pas d'artiste là-bas. Une sorte de stigmate. Ouais, totalement. Et en fait, il y a une création ici, une densité énorme au niveau de la création à tous les niveaux. Hein. C'est art plastique, vidéo, photo, littérature, musique et tout ça. Mais c'est totalement inconnu du reste de Paris. Et donc les gens ne viennent pas. Comment on passe outre ça, parce que alors peut-être que nous on est plus sensibles parce qu'on est une radio qui va souvent dans le nord de Paris, dans les banlieues, etc. Mais on a l'impression qu'on entend parler quand même de ce qui se passe à Barbès. Il y a Magic Barbès, il y a des festivals qui bougent, il y a des choses comme ça. Enfin, ce qui se passe dans toute la Goutte d'Or. C'est très si compliqué que ça de faire changer les mentalités. C'est un mur un peu. Bruno Le Maire. Voilà. Je m'entends pas là. Ah si, ça y est. Ouais. L'image se transforme au fil du temps, mais c'est long. Ça part de préjugés qui étaient très négatifs à une image qui est en évolution, quelque chose qui est en mutation. C'est comme la rencontre entre les cultures. Elle bouge au fil le rapport entre les différentes communautés a complètement évolué sur 30 ans. Je pense qu'il va plutôt dans un bon sens globalement. 30 ans, c'est une sacrée période quand même. 30 ans, c'est une sacrée période. Ouais, j'ai plus 20 ans. Ouais. C'est pas ça, mais donc ces effets justement sont plutôt positifs. Moi je pense que c'est une évolution positive. L'évolution de la société française elle est positive, même si il y a un focus sur l'islam, etc. Mais il y a une capacité déjà. Les gens, il n'y a pas tant de problèmes que ça entre eux à vivre ensemble. Sur le principe, il n'y a pas tant de problèmes. Les problèmes sont créés, les problèmes sont instrumentalisé. Quoi. Et pour vous, Jean-Marc Bombaud, Véronique Dregard, se vivre ensemble, est-ce que c'est quelque chose que vous sentez être au cœur justement de cette dynamique culturelle au sein de la Goutte d'Or? Jean-Marc Bombaud. Écomusée, elle s'appelle Écomusée depuis quelques temps, mais avant ça s'appelait Cargo 21. Et donc Cargo 21, on avait beaucoup organisé d'ouvertures et d'expositions et de rencontres sur la culture de l'autre. Et donc on a organisé des expos sur l'art africain, les cultures du Maghreb et tout ça. Et donc c'était une nouvelle ouverture vers les habitants, pour montrer leur potentiel créatif, leur culture et tout ça. Et voilà, donc ça a ouvert beaucoup de passages. Ça a ouvert des portes. Oui, par rapport à l'art et à la connaissance de l'autre, qui était vraiment super intéressant. Est-ce qu'il n'y a pas un risque par rapport justement à cette ouverture des portes, qui est ce fameux mot qu'on a un peu osé lâcher depuis le début de cette grande émission, qui est celui de la gentrification ou de la boboisation, qui peut paraître comme un gros mot, mais cette idée que plus on fait venir les gens des quartiers plus aisés, plus on ferait partir les pauvres au point carrément de les éjecter. Est-ce que dans les différentes initiatives artistiques que vous avez mis en place, vous en constatez une? Est-ce que vous la craignez? Non, mais ça n'a rien à voir avec l'avenue de l'art. C'est-à-dire que globalement, dans les phénomènes de ce qu'on appelle de gentrification, en fait, de transformation des quartiers, l'arrivée des artistes précède toujours l'embourgeoisement des quartiers. Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé à la Goutte d'Or? Pourquoi les artistes sont venus à la Goutte d'Or? Tout simplement parce que c'était les derniers espaces où on pouvait trouver des logements, des ateliers assez vastes pour pouvoir travailler avec des gens qui ont quand même un esprit assez ouvert pour vivre dans les conditions qui étaient celles de la Goutte d'Or il y a 20 ans, c'est-à-dire quand même des logements insalubres, où on souhaite à personne d'y vivre. Voilà. La rue, etc. Après, aujourd'hui, c'est quoi la gentrification? C'est pas les artistes, c'est même pas la politique. La politique est court derrière, c'est le foncier. Le foncier est plus fort, le pognon est plus fort que tout. C'est les derniers mètres carrés qui sont libres dans Paris pour pouvoir investir, et donc l'argent arrive, les investisseurs sont là à la Goutte d'Or. Ça se traduit par les boutiques, ça se traduit par l'achat d'appartements, par l'installation de classes moyennes plutôt aisées, très aisées, qui maintenant et donc c'est un espèce de rouleau compresseur qui se fait malgré mécaniquement, ouais, c'est parti. Voilà. Et face à cette gentrification qui finalement n'existe pas, mais vous, Véronique Dregard, elle existe, mais qui ne se manifeste, quelles conséquences elle a sur la pratique des artistes et sur l'arrivée des autres habitants, Véronique Dregard? Moi, clairement, la Goutte d'Or m'intéresse de moins en moins. J'ai plus envie de travailler à la Goutte d'Or, j'ai plus envie de vivre à la Goutte d'Or telle qu'elle se présente actuellement. Je vais plus sur Château-Rouge. Maintenant, je vais à Marseille, parce qu'à Marseille, il reste des quartiers réellement populaires qui ne sont pas gentrifiés. Dans le centre-ville, en plus. Et dans le centre-ville, moi, le centre de la Goutte d'Or, ce qui se passe ici, le mouvement global qui se passe à la Goutte
Goutte d'Or, il est inéluctable, je le reproche à personne, c'est un mouvement comme ça, et ça ne m'intéresse plus. Je l'ai fait, de toute façon j'ai archivé ce qu'il y avait à faire. Il me reste encore quelques pistes à creuser pour renforcer mon Salut Barbès et tout le travail que j'ai fait avec les habitants, mais globalement, il faut aller voir ailleurs, l'âme de la Goutte d'Or, elle est... il faut aller voir ailleurs aujourd'hui. Pour moi, il faut aller voir ailleurs. D'ailleurs, je vais voir ailleurs. C'est une chance, d'ailleurs. Véronique Doria, vous êtes d'accord avec cette idée qu'il faut aller voir ailleurs, Véronique Doria? Est-ce que vous avez envie d'aller voir ailleurs vous aussi, ou est-ce que vous avez envie de rester un peu ici, dans le coin? Nous, c'est des envies de faire des allers-retours pour souffler aussi un petit peu, et puis le but c'est pas non plus de rester dans l'entre-soi, donc il y a les artistes de la Goutte d'Or qui peuvent apporter un regard sur un autre quartier, sur une autre ville, comme c'est aussi important d'inviter des artistes qui ne vivent pas à la Goutte d'Or et qui ont un regard aussi différent sur ce quartier. Voilà. Et sinon, pour parler juste un peu de la gentrification, c'est simplement que le problème qu'on voit, c'est aussi l'évolution vers des boutiques, vers des cafés où les gens préfèrent, on va dire, financer des croissants jambon à 11 € tous les jours, plutôt que de, en conscience et en responsabilité citoyenne, soutenir des artistes. Oui, bien sûr. Voilà, donc c'est ça un petit peu la crainte que ce quartier se transforme comme ça en Est-ce que c'est les gens, est-ce que pour dire ça crûment, c'est les gens qui sont cons, ou faut les éduquer à ça, leur proposer d'autres choses? Ça, je peux pas me permettre, je n'ai pas... Je peux pas répondre à ça. Les gens, non mais clairement les établissements, les boutiques qui se créent, les cafés, etc. Pour pas citer leur nom, avec des cafés au comptoir à 2,50 €. On en a parlé précédemment. C'est tout. C'est la situation, elle est là, quoi. C'est des boutiques de luxe, etc. qui ne concernent plus des gens comme moi. J'ai pas accès à ça, quoi. J'ai pas accès. C'est une question de moyens de porte-monnaie, tout simplement. C'est juste que c'est trop cher. Oui, c'est trop cher, ouais. Oui, ce serait pour vous le salut, justement, si cette gentrification, elle nuit aux artistes encore plus, et que les artistes ont de moins en moins de moyens, justement, pour faire connaître leur travail, et aussi pour amener de la culture aux habitants qui peuvent aussi ne pas forcément avoir les moyens d'y avoir accès. Comment est-ce que vous pensez qu'il y a une sortie un peu de ce clivage infernal? La sortie, c'est que ce qui arrive, ce sont des artistes qui ont les moyens. C'est les artistes indépendants tels que nous le sommes, avec Jean-Marc, Véronique, moi. Nous sommes une espèce en voie de disparition, condamnés à résister ou à disparaître. Et après, ce sont des artistes qui font partie des industries culturelles, quoi, qui travaillent pour le cinéma, qui travaillent pour... C'est l'argent est là, l'argent est à la Goutte d'Or, les investisseurs sont dans la Goutte d'Or, les artistes friqués sont là, ils arrivent, il n'y a pas de problème, là, c'est en marche. Alors si l'argent est à la Goutte d'Or, c'est le moment de vous demander comment est-ce que vous voyez un peu justement les quelques années à venir. On a parlé de l'évolution que vous avez pu constater, comment est-ce que vous envisagez les années à venir? On a parlé de départ, je ne sais pas, pour les Portes d'Or, comment est-ce que vous envisagez les années prochaines? Écoutez, je trouve qu'il y a déjà effectivement une nette évolution, ne serait-ce qu'en nombre d'artistes qui participent aux Portes d'Or, qui est quand même très important par rapport à quelques années. Là, imaginez-vous qu'on ait 74 artistes à exposer ce week-end, ce qui est énorme, dans 40 ateliers. Je crois que l'évolution va aussi, comme on disait, vers un partenariat avec d'autres artistes, d'autres coins de Paris. Et donc là, cette année, par exemple, on a ouvert les portes des ateliers à des artistes de Ménilmontant. D'accord. Et en septembre, ils vont recevoir aussi les artistes de la Goutte d'Or à Ménilmontant. Donc ça, il y a une circulation aussi. Tout à fait. Ça peut être vraiment un mouvement intéressant. Et je crois aussi que nous, en tant qu'artistes, en tant qu'association, on a aussi un rôle de développement d'une image plus positive de la Goutte d'Or. Et je crois que ce rôle, on l'effectue avec cœur. On est tous très fiers d'être à la Goutte d'Or. C'est une fierté un peu militante. Moi, j'habite dans le quartier depuis 37 ans. Et c'est vrai que c'est un quartier que je ne me vois pas quitter. Parce que justement, c'est un quartier extrêmement cosmopolite, extrêmement divers, extrêmement inspirant pour les artistes. D'ailleurs, vous verriez les œuvres des artistes sont très inspirées par ce qui se passe à la Goutte d'Or. Donc c'est vraiment, je crois, peut-être plus d'échanges avec l'extérieur et puis faire venir aussi l'extérieur à nous. Mais on essaie de se débrouiller sans budget, sans moyens, parce qu'on n'a pas effectivement de subventions, mais avec beaucoup d'énergie et beaucoup d'enthousiasme. Voilà. Et vous, Monsieur Bombaud, comment vous voyez un peu l'évolution dans les quelques années à venir pour l'écomusée et pour votre vision de la Goutte d'Or?
En fait, moi c'est vrai que je suis un peu passionné par ce quartier, je suis très attaché ici et surtout j'ai rencontré des gens absolument fabuleux au cours de ces 25 dernières années au niveau créatif et donc moi j'ai envie tout le temps d'essayer de promouvoir un petit peu tous les jeunes artistes débutants là, qui n'ont pas vraiment de place dans les galeries. Maintenant une galerie, une semaine ça coûte 1 000 €, donc c'est même pas la peine d'envisager des espaces pour les jeunes créateurs, quoi. Oui. Et donc en fait moi je vais essayer de continuer à lutter un petit peu, quelque temps, pour que l'espace là continue à offrir la liberté un petit peu à des jeunes artistes et voilà. Et donc c'est un espace d'initiative culturelle et on va continuer à essayer de se battre. Voilà. Merci beaucoup, on arrive bientôt malheureusement à la fin de cette émission. Est-ce que vous aimeriez intervenir, ajouter un petit mot de la fin, peut-être chacun d'entre vous, une dernière chose à dire? Monsieur Lemel, Bruno Lemel. Ouais, moi j'ai un petit problème avec la mémoire dans le quartier parce que je trouve que la mémoire elle est en train de s'effacer, elle est d'autre part falsifiée. Parce que je suis quand même témoin depuis 35 ans d'un certain nombre d'événements culturels, sociaux, politiques, et telle qu'elle est transmise, telle qu'elle est racontée, elle est fausse. Elle est fausse par rapport à ce que j'ai vécu avec les gens. Et donc j'aimerais bien qu'on organise un lieu mémoire où on puisse trouver un certain nombre de documents, de témoignages, de traces qui racontent ce qui s'est passé, parce que c'est une histoire forte, ce qui s'est passé à la Goutte d'Or depuis son édification, depuis le milieu du 19e siècle, en passant par des grands événements comme la guerre d'Algérie qui a quand même fortement marqué ce quartier, la rénovation, l'exactitude de ce qui s'est passé sur la rénovation de cette opération, comment elle a été quand même à la fois violente, comment en même temps ce quartier quand même a su résister par l'organisation de luttes collectives hyper importantes, comment des mouvements comme Saint-Bernard sont nés, etc. Et que ça soit exactement écrit et non pas falsifié, parce qu'on sait très bien que tous les pouvoirs ont laissé les peuples sans mémoire. Et avec une mémoire effacée, on laisse après les historiens, les générations suivantes sans aucun souvenir que de résister collectivement c'est important et on laisse les historiens après creuser de ce qu'était le quartier. Exactement. Voilà. Parfait. Donc ça c'est important et il faut un lieu mémoire à la Goutte d'Or pour organiser ça collectivement tous ensemble. C'est ça qui est important. L'appel. Merci beaucoup, merci à vous tous d'avoir été avec nous de ce débat. L'émission continue, on va parler maintenant, on va recevoir le collectif MU, aussi le centre FGO Barbara qui vont venir nous voir. Et la casserole. D'abord on va s'écouter, et bien sûr la casserole qui sera en live, ça va être cool. Tout de suite on va d'abord s'écouter on va dire un extrait des sons du quartier collectés par le collectif MU pour ce projet Barbets Beats qu'ils font avec une application mobile. On écoute ça tout de suite et on passe à notre deuxième plateau tout de suite. La Goutte d'Or c'est quoi? La Goutte d'Or c'est un petit village. Vous savez que tout le monde autrefois se côtoyait, se connaissait les uns aux autres. On allait, c'est-à-dire passer des soirées ensemble. Tous les cafés fermaient pratiquement pas. Il y avait des musiciens, il y avait des soirées tout le temps, il y avait des animations. Et alors c'était magnifique, il y avait des balles de partout. Il y avait telle vedette, Ahmed Ouahabi, le regretté Ahmed Ouahabi, le Chabi Garouabi. Oh, il y a plein de vedettes, vous savez, et le regretté d'Ahmed Harrachi aussi. Il y avait la fête un peu partout. Dans le café, il y avait de l'ambiance. Chaque région, elle a son ambiance. Quand on part dans l'ouest, il y a la flûte, le machin et les femmes qui dansent un peu partout. Et quand on part à peu près vers le nord, il y a le Chabi, l'Andalou. Et puis quand on va vers le Constantinois aussi, il y avait le Malouf. Malouf, il est bien connu. Enrico Macias, Raymond et tout ça, c'est le Constantinois. Eh oui, il y avait de l'ambiance. C'est plus comme maintenant. Si tu m'abandonnes, je partirai loin de la mer, je me soucie de pour toi là. Et moi, c'est pas le cas que pour me suicider pour une femme.
Pas du tout. Alors là, une de perdue, 10 de retrouvée. C'est pas les femmes qui manquent. Ça, c'est la chanson qui a dit ça, moi je suis pour rien. Le terme chabi, c'est de la poésie, hein, donc on vient de la poésie arabe, donc avec toutes ces tournures imagées. Quand on va parler, par exemple, d'une femme pour dire sa beauté, on va parler de l'œil de la biche, on va parler de choses très imagées comme ça, qui sont très éloignées de la réalité, bien sûr, et surtout on va pas prononcer des mots qui choqueraient, quoi. Donc on est toujours dans des circonvolutions, dans des détournements de la réalité, des choses un peu imagées. Alors ça deviendra plus cru dans les paroles lorsqu'on va arriver au rail, avec le rail, là où vraiment les gens, là on parle d'amour directement, on a envie de s'embrasser, on parle de voiture, on parle de boire, ce qui aurait été complètement impensable dans une chanson de Chabi. On parle vraiment des choses de la vie, la crudité de la vie de tous les jours, quoi. Voilà donc cet extrait de l'ambiance du quartier, on va dire, collecté par le collectif MU, c'est pour le projet Barbès Beats. Ils sont justement installés au micro d'ailleurs, le collectif MU. Bonsoir Julie Crène et Olivier Le Gall. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir, respectivement responsable éditorial et producteur et responsable, c'est pour ça, de ce projet Barbès Beats. Et bonsoir aussi à vous Danielle Gambino. Bonsoir. Programmatrice, directrice adjointe du centre musical Fleury Goutte d'Or Barbara, donc partenaire aussi de ce projet. Il y a une soirée qui se passe au Fleury Goutte d'Or Barbara. Et je me tourne aussi vers toi Camille qui t'es installée, tu as pris la place de Flore, je change de compagnie. Camille, tu t'es penchée un peu sur tous ces sujets, tu as plein de questions pour nos invités, tu trembles de poser ces questions. Oui, je tremble, et on va commencer tout de suite. Basiquement, je voudrais qu'on pose un peu les bases dès le début en présentant vos structures respectives parce que tout le monde ne les connaît pas. Donc dans les grandes lignes, d'un côté, on a Daniel qui représente le centre Barbara Fleury Goutte d'Or qui est un équipement musical public ouvert depuis 2008, ancré dans le domaine des musiques actuelles. De l'autre côté, on a vous deux, le collectif MU qui est alors un bureau de production artistique doublé d'un outil de programmation d'art sonore contemporain et musical. C'est un peu flou, vous allez nous en dire un peu plus tout à l'heure. Alors d'abord je vais me tourner vers toi Danielle. Alors Danielle Gambino, tu es donc programmatrice et directrice adjointe du centre Barbara, comme l'a dit Martin. Est-ce que tu peux nous présenter brièvement d'abord les actions du centre et nous dire quel est l'objectif d'une telle structure dans un quartier comme la Goutte d'Or ? Alors, le centre FGO Barbara, ouvert en 2008, donc effectivement, on était jusqu'à janvier de cette année, on dépendait de la direction de la jeunesse de la ville de Paris, donc ce qui a ancré dès le départ le projet dans une mission d'éducation populaire un petit peu, donc avant tout pédagogique, accompagnement de jeunes musiciens en développement en musique actuelle, soutien aux associations locales et de la programmation qui est surtout de la coordination de projets en fait. Voilà, ça c'était jusqu'à présent le projet. C'est un lieu qui est totalement subventionné par la ville de Paris avec des missions de service public. Il y a également un lieu ressources et voilà, aujourd'hui le projet va évoluer parce qu'on est passé à la culture, donc l'idée c'est de construire maintenant un vrai projet culturel tout en gardant cette ouverture et cette cohérence qui est d'être à la fois un lieu pédagogique, un lieu qui donne de la visibilité aussi au quartier de la Goutte d'Or parce qu'on est aussi un peu missionné pour ça qu'on travaille avec pas mal de partenaires du quartier et d'associations locales, et puis en même temps d'être un lieu qui a une vocation nationale, internationale même aussi, parce qu'on travaille aussi dans d'autres pays sur du travail d'accompagnement avec une pédagogie non directive. Concrètement, cette mission de service public, on peut détailler 2-3 petites choses. C'est quoi spécifiquement que vous devez faire en tant que ça ? Notre mission principale, c'est l'accompagnement de musiciens en développement, en voie de professionnalisation en musique actuelle. Donc c'est vraiment de la pédagogie non directive. Les gens arrivent avec un projet et nous, on leur donne des conseils. Vous les soutenez, sur la pratique artistique avant tout et sur le développement de leur projet, la mise en réseau, etc. Camille. Très bien, et je vais me tourner maintenant vers le collectif MU. Alors pareil, pour poser les bases, le collectif MU, ça s'est monté complètement différent que le centre Barbara, c'est des structures qui sont presque aux antipodes. Pas aux antipodes, mais qui fonctionnent très différemment tout de même. Pas la même genèse, oui. Voilà. Est-ce que vous pouvez donc nous présenter un peu les actions du collectif et savoir aussi si c'était une vraie volonté de s'installer spécifiquement dans la Goutte d'Or ? Commençons par les actions déjà. En fait, on existe depuis 2002 et en fait, notre première action était en 2004.
2004 à la Goutte d'Or. On a travaillé chez Jean-Marc Bombeau, qu'on a vu tout à l'heure. Et c'était un projet sur la ville, et c'est vrai que ça nous intéressait beaucoup d'ancrer notre action dans un territoire traversé par des identités multiples. Et c'est vrai que tout de suite ça nous a interpellés, et c'est pas par hasard qu'on s'est arrêté ici et qu'on y est resté même, puisqu'on a un lieu depuis 2007. Et pourquoi par exemple la Goutte d'Or et pas par exemple en banlieue? Je dirais qu'on se replace au début des années 2000. Effectivement, aujourd'hui, je sais pas, on sera un jeune collectif de trentenaires. Oui, la plupart s'installent aujourd'hui en banlieue. Peut-être en banlieue. Hein. Mais à l'époque, je pense que la Goutte d'Or est toujours un lieu un peu d'un territoire intermédiaire en fait. À la fois on est dans Paris, et à la fois on est aussi en prise avec tous les problèmes du monde contemporain. Donc du coup, c'est vrai que le fait d'être ici, ça a un sens aussi par rapport à ça. Voilà. Bien. Et du coup, je me posais moi une question. Quels sont vos publics, autant en Santa Barbara qu'au collectif MU? Est-ce que vous attirez vraiment des gens du quartier de la Goutte d'Or? Est-ce que c'est difficile d'attirer les gens du quartier? Est-ce que c'est plutôt un public externe? Daniel, peut-être, pour commencer. Alors ça dépend pourquoi faire, c'est-à-dire qu'on attire tous les jours des gens du quartier qui viennent pratiquer des activités en amateur avec les associations locales qui mènent ces activités, donc de la danse, les chorales, des choses comme ça. Donc ça c'est un public du quartier, c'est des gens qui vivent dans le quartier. Et après sur les concerts, le public des concerts, ça dépend des concerts, donc il y a des gens qui viennent de tout Paris en fonction des concerts. Et puis après si on fait je dirais des thématiques un peu plus particulières autour des musiques du quartier, comme c'est parfois le cas avec Magic Barbès il n'y a pas longtemps. J'ai été invitée d'ailleurs pour en parler sur cette antenne. Voilà. On va avoir plus de gens du quartier qui vont venir, ou alors on a fait des événements comme l'Algérie à la Goutte d'Or, Barbès Africain. Donc là sur ces moments-là, avec des musiques plus en lien, je dirais, avec l'identité du quartier, on va avoir des gens qui vont venir du coin. Mais c'est pas toujours le cas. Mais après bon, c'est pas. Après l'idée c'est aussi de faire un peu la promotion du quartier, de dire à des gens venez. Là on parlait avec des artistes il y a quelques minutes. Ils disaient c'est dur de dire aux gens venez, c'est pas la Goutte d'Or, c'est sympa quoi. C'est un peu cette idée là aussi d'attirer. Ça fait pas si peur que ça quoi. De l'extérieur, ouais. Moi je trouve que les choses ont quand même évolué depuis 2008. Quand on a ouvert, c'est vrai que c'était pas évident d'attirer des gens pour venir voir des concerts dans la Goutte d'Or. Maintenant, bon, ça va. Hein. Non, franchement, je pense que les gens, je trouve que les gens ont moins peur qu'avant. Après, ça dépend. C'est toujours la même chose, c'est-à-dire que dans le réseau des musiques actuelles, il y a des gens qui n'ont pas envie, des producteurs de spectacles par exemple, qui n'ont pas envie de produire certains artistes dans le quartier, il faut le dire. Et pourquoi? Parce qu'au niveau de l'image, c'est parce qu'ils n'ont pas envie que certains artistes soient associés, je dirais, voilà, ou invités, je dirais, leur réseau dans le quartier. Ça, vous constatez, il y a des gens qui vous le disent carrément. Bien sûr, des gens qui refusent de produire certains artistes dans le quartier. Ouais. D'accord. On n'a pas vraiment la même vision, nous, parce qu'en fait, on a ouvert un lieu il y a 3 ans. Effectivement, le premier public, le Garage Mu, c'est pas des gens du quartier. Et en même temps, comme on a un ancrage assez ancien, il y a des gens du quartier aussi qui poussent la porte, qui viennent. Donc il y a une forme de mélange. Mais c'est vrai que justement, le projet Barbès Beat, c'était aussi l'idée de s'ouvrir un peu plus à ces cultures du quartier qu'on a pratiquées, puisqu'on a déjà fait un parcours sonore en 2005 et quelque part, on a arpenté ces rues de la Goutte d'Or et on connaît les gens qui travaillent, les artistes et puis les non-artistes. Et c'est vrai que l'idée du projet, c'était ça, c'était d'ouvrir un peu le Garage Mu, qui est un lieu un peu repéré de l'extérieur à un public peut-être plus local, même si on sait que c'est pas toujours évident de mélanger les publics. Et vous trois, d'un point de vue personnel, brièvement, quel est votre lien avec la Goutte d'Or? Est-ce que vous y vivez depuis longtemps? Daniel, moi j'y vis depuis 25 ans, donc je connais bien le quartier. Je l'ai vu évoluer, se rénover, tout ça. Ouais. Moi j'y étais en 2002, au moment où on a monté MU, mais je n'y habite plus, mais j'habite pas très loin. Et moi je n'y habite pas, mais j'y ai travaillé dès que je suis arrivée à Paris, ça fait 1 an et demi, et j'ai commencé par travailler à la Goutte d'Or tout de suite. Voilà. Vous connaissez bien. Très bien, on va faire une petite pause. Il y a quelques jours, je suis allée rencontrer Romain, qui a créé les Jams de la Casserole, Jams qui sont transformés en véritable collectif de musiciens implantés dans le 18e et plus spécifiquement très actifs dans la Goutte d'Or. Romain ne pouvait pas être présent ce soir, mais on va tout de suite l'écouter.
Alors Romain, pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est la casserole? C'est parti d'un bar, ça a évolué en collectif. Comment tout ça s'est monté? La casserole, c'est un bar du 18e arrondissement qui est situé dans le quartier des Amiraux à Marcadet-Poissonnier, donc qui jouxte la Goutte d'Or, qui est un quartier qui ressemble pas mal avec certaines différences, mais qui est un quartier très proche, très populaire et assez vivant. Et donc la casserole, c'est un bar qui est dans ce quartier depuis plus d'un siècle maintenant, qui n'a pas toujours été un bar, mais qui a été aussi un restaurant gastronomique dans les années 60 à 2005 et qui s'est retransformé en bar de quartier sur les 10 dernières années. C'est ici qu'on a commencé à faire des événements musicaux récurrents, et principalement les jams de la casserole, qui sont devenus un événement populaire majeur du quartier du 18e arrondissement et pour beaucoup de musiciens de Paris aussi. Après de nombreuses jams organisées à la casserole, vous avez dû arrêter. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? On a tenu le coup pendant à peu près 2 ans, avec certaines difficultés au niveau du voisinage évidemment. Les populations du quartier évoluant et n'ayant pas les mêmes critères concernant le bruit et l'animation festive au sein du quartier, ont fait qu'on a dû arrêter après 2 ans de jam hebdomadaires tous les mardis soirs. Vous avez notamment organisé plusieurs jams au Lavoir Moderne, donc en plein dans la Goutte d'Or. C'était une volonté de rester dans le quartier ou vous auriez pu le faire ailleurs? En fait, c'est un peu plus complexe que ça. Ça répond sur 2 points. Déjà, effectivement, on est attaché à ce quartier. C'est un quartier où beaucoup d'artistes vivent à Paris et qui est relativement dynamique quant au nombre d'événements, etc. Mais surtout, qui concentre beaucoup de musiciens qui y vivent. Et quand on est allé vers le Lavoir Moderne, c'était pour 2 raisons principales. L'une, c'est que c'est effectivement une structure qui était aussi en difficulté à ce moment-là et que ça nous tenait à cœur de soutenir une structure en difficulté du quartier, qui plus est de la Goutte d'Or. Et aussi parce que comme le quartier de la Goutte d'Or est un quartier vraiment à part dans Paris, ils ont un mode de fonctionnement qui est un peu plus libertaire, un peu plus simple, un peu plus décontracté que dans certaines salles conventionnelles de Paris, et ça nous a permis de réaliser de très belles soirées dans ce quartier. C'est dû à quoi ce côté plus libertaire? Est-ce que tu penses qu'il est vraiment spécifique au quartier? Je pense que c'est une analyse qui me demanderait pas mal de temps pour savoir exactement qu'est-ce qui font les caractéristiques particulières du 18e arrondissement, mais c'est un quartier où en effet il y a une certaine atmosphère et une certaine manière de concevoir la vie qui est vraiment propre à ce quartier, qui a un rythme vraiment différent du reste des quartiers de Paris, pour en connaître beaucoup, et qui permet effectivement des choses un peu plus alternatives, un peu plus simples et peut-être un peu plus conviviales, qu'on trouve plus difficilement dans d'autres quartiers de Paris. Et est-ce que tu penses que c'est dû au côté entre guillemets populaire du quartier? Je pense que en effet il y a quelque chose qui appartient à ce quartier. Est-ce que c'est parce qu'il est populaire qu'il s'y produit beaucoup de choses de manière associative? C'est une vraie question. Je pense que c'est en effet plus simple parce qu'il y a moins de contraintes au niveau du volume, parce que les gens sont peut-être plus ouverts à ce côté vivre dans la rue, qui est vraiment quelque chose de particulier. Et la preuve en est le Centre Barbara, qui a du mal à implanter ses activités dans le tissu artistique et social du quartier malgré certaines initiatives. Voilà, c'est quand même, on a un bel outil culturel qui fonctionne pas à plein régime parce que peut-être qu'il est culturellement et dans sa conception beaucoup trop loin de ce qu'est le quartier à l'heure actuelle. Après, rien ne garantit que dans 20 ans il n'est pas un succès phénoménal lié à la gentrification poussée et évidente du quartier de Barbès. Justement, en parlant de gentrification, c'est un peu le sujet redondant en ce moment, notamment avec l'ouverture de cette fameuse brasserie à Barbès. Beaucoup de gens sont fondamentalement contre ce processus, beaucoup de gens du quartier d'ailleurs. Est-ce que tu penses qu'on n'a pas un discours un peu manichéen face à cette problématique, qu'on pourrait pas un peu le nuancer ? Moi, j'ai pas spécialement envie de parler de la brasserie Barbès parce que elle cristallise juste le problème en fait. Elle fait juste relever ça. Moi, ça fait 7 ans que je suis dans le quartier, autour de cette fameuse casserole qui est proche de la rue Marcadet, et j'ai vu les rues évoluer, les trottoirs évoluer, les personnes évoluer, les enfants du collège changer de classe sociale et de couleur aussi. Donc oui, ça exacerbe juste un vrai problème, mais je sais pas si c'est quelque chose qui concerne directement est-ce que les gens du quartier qui étaient là historiquement, ou si c'est un problème blanco-blanc qui a été soulevé à ce moment-là.
parce que le problème existe depuis bien plus longtemps. Et il n'y a pas plus longtemps, j'étais avec un artiste, un très très bon guitariste qui s'appelle Joe, qui joue dans les Frères Zeugma, qui a grandi dans ce quartier et qui a 30 ans aujourd'hui. Et je pense que si on interrogeait quelqu'un comme lui, il dirait que le quartier a commencé à changer bien avant la brasserie Barbès, et que la brasserie Barbès c'est juste la victoire de cette politique urbaine. Donc c'est fondamentalement mauvais. Mauvais, c'est une position un peu dure, c'est que je pense que les problèmes de gentrification ou non, ou de changement du quartier sont une histoire de politique. Et que ce n'est pas social et qu'on n'a malheureusement pas beaucoup de pouvoir sur ça. Un petit mot pour conclure. Il y a un truc qui est aussi propre à la Goutte d'Or, mais qu'on peut retrouver dans d'autres quartiers comme Ménilmontant, etc. C'est les gens sont vraiment fiers de ce quartier, et c'est aussi pour ça que le tissu associatif y est si fort. Et ils vont sûrement permettre de ralentir un petit peu le mouvement de la gentrification, ça c'est sûr. Ils ont continué à se battre, les gens tiennent à ce quartier vraiment particulièrement, et je pense qu'il faut leur rendre honneur parce que c'est pas évident tous les jours, mais en tout cas ils vont perdurer encore un moment. Malheureusement, je crois pas qu'ils soient plus forts que les politiques. Extrait de ton interview, cet extrait donc de ton interview de Romain, c'est ça? Romain, du collectif Casseroléen. Alors Daniel, est-ce que vous voulez peut-être réagir sur ce que vous venez d'entendre, notamment concernant le centre Barbara? Non, j'ai pas de réaction particulière. Lui, il a donné son point de vue de là où il se situe. Je veux dire, mais après, le Centre Barbara, c'est un lieu, comme je disais tout à l'heure, qui est avant tout un lieu pédagogique. Donc, c'est un lieu de répétition et de travail pour des musiciens. Donc, c'est pas un lieu de spectacle principalement. Enfin, en tout cas, c'est pas été la volonté de la ville jusqu'à présent. Donc après, du coup, des gens qui fréquentent pas forcément le lieu parce qu'ils sont accompagnés ou parce qu'ils y répètent, du coup, ont l'impression que c'est pas un lieu pour eux, mais en fait, je veux dire, il suffit d'avoir une activité dans ce lieu, parce que c'est surtout un lieu pour pratiquer des activités, pour se rendre compte que c'est un lieu hyper ouvert. Donc après, évidemment, il y a des gens qui sont jamais rentrés, de temps en temps. Bon, après, à la Casserole, par exemple, la plupart des gens qui sont dans les jams à la Casserole, ou qui étaient, parce que bon, ça s'est arrêté, je veux dire, sont des musiciens accompagnés au Centre Barbara. C'est pour ça que moi j'ai entendu parler. Donc, bon, je dis, voilà. Donc en fait, il y a quand même un lien. On a beaucoup, des artistes qu'on recevait auparavant, Jean-Marc Gombaud, etc. Disaient, voilà, ils soutiennent ce Centre Barbara parce qu'ils pensent que ça a apporté quelque chose, mais ils disent c'est vrai que ça mobilise beaucoup de subventions en direction de Centre Barbara ou de l'Institut des Arts de l'Islam. Pour vous, c'est quoi d'être cette grosse structure dans ce milieu de plein de petites choses? Comment on joue ce rôle-là et comment on articule ça? En fait, c'est pas des. Enfin, moi, je trouve toujours dommage. Bon, je connais très bien tous ces partenaires, évidemment, depuis des années, mais je veux dire, et on n'est pas en opposition. C'est dommage de mettre les choses en opposition parce que on est à Paris. Paris, c'est une grande capitale. Je veux dire, et c'est normal qu'une capitale ait une politique culturelle et subventionne des établissements publics avec une vocation qui soit à la fois municipale, parce que c'est le cas du Centre Barbara, et nationale, voire plus. Par exemple, il y a des municipalités qui font le choix de financer plein de petits projets. Là, on a un gros projet tout de suite. Ce que je trouve dommage, c'est que s'il y a des engagements pour financer des petits projets, bien sûr, mais c'est pas, je veux dire, le fait de dire c'est parce qu'il y a des gros projets qui sont subventionnés que des petits, il y a des engagements sur des petits projets. Je veux dire, c'est un rapport qui n'est pas forcément évident et qui est en plus complètement subjectif. Et puis tout est relatif parce que quand tu regardes, enfin c'est vrai que le Centre Barbara à l'échelle de la Goutte d'Or, c'est un gros équipement, mais à l'échelle de Paris, à l'échelle du quartier, c'est vraiment peu. Et donc peut-être c'est ça le problème, c'est il y a un certain nombre de structures intermédiaires qui sont peut-être peu aidées. Il y a des petits centres culturels ou des centres à vocation de rayonnement national ou voire même plus qui sont aidés, mais les vrais aspirateurs de subventions à Paris sont pas le Centre Barbara ou l'Institut de culture d'islam. Évidemment, c'était vraiment dans le cadre. C'était juste une petite réaction. Je voudrais qu'on reste toujours. C'est ce qu'on a constaté avec nos artistes, c'est pour ça qu'on en parlait. Je voudrais qu'on reste toujours au Centre Barbara et qu'on parle d'un projet, le projet Théma. Alors Théma, c'est des cycles de programmation sur un thème spécifique, dont le but global étant de questionner l'identité du quartier. Donc est-ce que Daniel, vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste ce projet? Alors c'est pas les thémas en fait qui interrogent l'identité du quartier, c'est les rencontres de la Goutte d'Or, mais qui sont aussi des festivals thématiques en fait, mais autour de l'identité du quartier. Donc effectivement, depuis on a créé ça en fait avec au départ la salle Saint-Bruno, puis l'Institut des cultures d'islam
et la bibliothèque. Et l'idée était effectivement de mieux faire connaître l'histoire du quartier, un peu dans l'esprit de ce que disait Bruno Lemel tout à l'heure dans l'interview. C'est-à-dire que dans ce quartier, il y a une mémoire très forte. Cette mémoire, effectivement, elle peut se perdre, elle peut en tout cas se déformer, etc. Lui, c'est carrément un appel à un lieu de mémoire. Voilà, lui, il a fait un appel à un lieu de mémoire, et moi, je trouve qu'effectivement, c'est intéressant. En tout cas, nous, on a eu envie, en créant ces événements-là, le premier événement, c'était à l'Algérie à la Goutte d'Or. Effectivement, j'ai cité tout à l'heure Barbès l'Africaine ensuite, Patchwork Bastringue à Château Rouge, et puis cette année Magique Barbès. L'idée, c'est d'interroger le quartier, sa mémoire, ses richesses culturelles à travers des événements qui soient à la fois, je dirais, un événement un peu ressource, mais à la fois festif. Donc des concerts et tout ça. Camille. Alors, je voudrais maintenant qu'on change de sujet, on va retourner dans le collectif MU et parler un peu du projet Barbès Beats mené par vous. Tout d'abord, on va parler du documentaire sonore sur application mobile qui a été lancé aujourd'hui même. Alors est-ce que Julie, tu peux nous expliquer un peu ce projet et comment tout ça s'est construit? Ça résonne un petit peu justement avec ce qui vient d'être dit sur la mémoire du quartier, puisque c'est donc un documentaire qui raconte l'histoire de Barbès, donc qui va être diffusé, qui est disponible sur application mobile. Donc si vous avez un smartphone, une application créée spécialement pour ça, non? Oui, voilà. oui, tout à fait. Donc si vous avez un smartphone, que ce soit un Android ou un Apple, etc., pour ne pas citer de marque, vous pouvez télécharger Barbès Beats, donc B-E-A-T-S. Et en fait, ça a été justement un travail de mémoire aussi, puisqu'on parle de l'histoire du quartier. On remonte au 19e siècle, donc avec ses moulins, ses vignes, son urbanisation, son industrialisation, etc., parce qu'il y avait des usines ici. Et on passe aux années 50, aux années 60, et on remonte donc les années 80, les années 90 et jusqu'aux années 2000. Voilà. Et donc c'est un documentaire où on peut entendre aussi bien des habitants que des sons d'archives, que des créations sonores, que de la musique. Donc il y a vraiment un grand nombre d'interlocuteurs qui racontent ce quartier. Et très brièvement, Barbès Beats, ce n'est pas que l'application, même si c'est assez central dans le projet, c'est aussi une série de concerts qui aura lieu très prochainement, entre le 18 et le 21 juin, dans plusieurs lieux de la Goutte d'Or, dont une soirée Futura au Centre Barbara. Donc est-ce qu'Olivier, tu peux nous présenter un peu cette soirée, comment s'est passée cette collaboration? L'idée de la soirée, c'était aussi de faire un premier projet, même si ça fait longtemps qu'on est à la Goutte d'Or et qu'on connaît bien le Centre Barbara et on se parle, etc. On n'avait jamais vraiment pu organiser un vrai événement, donc l'idée, c'est vraiment que le Garage MU s'invite au Centre Barbara. On est en bonne compagnie parce qu'on s'allie avec un collectif qui s'appelle Image Numérique, qui organise des soirées à Confluence, et Félix d'Image Numérique avait très envie de faire une soirée de tonalité afro, futuriste. Et donc là, on a allié un peu nos forces pour essayer d'imaginer 12 heures de programmation avec à la fois des artistes internationaux comme Visionis qui vient de Londres avec un son qu'on n'a pas l'habitude d'entendre à Paris, et puis des gens proches de MU comme Kiate Nerman ou WPNG, notre performeur musicien brésilien. Donc on va essayer de mélanger un peu les genres et d'être dans quelque chose de très hybride, très métissé. Peut-être une vision de la musique telle nous on se l'imagine dans 5 ans. Enfin, c'est la musique d'aujourd'hui, mais c'est peut-être une manière de se projeter dans le futur, et c'est d'où le nom de la soirée justement. Parfait, merci beaucoup d'avoir été avec nous, Julie Crène, j'arrive à le dire, Olivier Legal et Daniel Gambino. Alors Barbès Beats, je le redis, c'est du 14 au 21 juin, donc soyez-y, avec plein de soirées différentes, un très beau flyer vert, très classe, etc. Donc allez-y, et puis l'FGO Barbara, c'est toute l'année, donc allez-y aussi. Nous, on se dirige tranquillement vers la fin de ce direct, on avance peu à peu, mais ne bougez pas, avant de vous dire au revoir, on va retrouver le collectif La Casserole justement pour un live, et on vous prépare aussi un portrait sonore de notre émission 37.2. D'abord, un peu de musique.